Ah ouais, super. Ouais, parce que quand t'es pas là, ça va pas. Quand t'es pas là, ça va pas. Alors, le fait de ne pas avoir été un joueur de haut niveau peut être handicapant dans une carrière d'entraîneur, en tout cas au début de sa carrière. Quand on commence une carrière comme je l'ai faite au plus haut niveau du football belge, que je n'ai pas d'antécédent être passé en tant que joueur professionnel, effectivement, les joueurs vous voient débarquer dans le vestiaire et vous regardent certainement d'un autre œil que s'ils voyaient débarquer un gars comme Prudhomme ou un gars comme Wilmots ou peu importe, ou tous des entraîneurs qui ont eu un grand passé comme joueurs. Et donc c'est tout un travail psychologique, c'est tout un travail pédagogique où effectivement au départ il ne faut pas se mettre trop en avant en tant qu'entraîneur et surtout mettre en avant les joueurs pour leur montrer que voilà, on a de l'humilité, qu'on a beaucoup de choses à apprendre et c'est continuer dans ce processus le plus longtemps possible. Après, tout au long de la carrière, à partir du moment où on a prouvé qu'on était capable et qu'on a fait des bonnes choses, quand on rentre dans un vestiaire 3 ou 4 ans après la première fois et que ces 3-4 années ont été positives, je pense que les joueurs ne tiennent pas compte du fait que si vous avez été un joueur professionnel ou pas, avant d'entamer votre carrière d'entraîneur. En tout cas, je pense, oui, qu'un entraîneur comme moi, qui a certainement dû faire des jaloux dans la profession par rapport à mes antécédents, par rapport à mon passé, et avoir la chance d'être entraîneur en Division 1, parce que ce sont des anciens joueurs qui votent, certainement par rapport au fait que, comme je viens de dire, je n'ai pas d'antécédents et que je n'ai pas de nom reconnu dans la profession. Il faut absolument que ça soit une obligation d'être désigné comme entraîneur de l'année. Quand je dis obligation, ça veut dire qu'à partir du moment où un entraîneur comme moi gagne un titre avec le passé, alors on est dans l'obligation de le reconnaître. À partir du moment où il n'y a pas de titre et que ce sont des saisons bonnes mais qui n'apportent rien de plus que la satisfaction d'avoir fait du super travail, je ne pense pas qu'un entraîneur comme moi peut être reconnu à un moment donné comme entraîneur de l'année parce qu'il y a tellement de choses sous-jacentes dans le milieu du football professionnel de haut niveau, que ce soit, quand je parle de choses sous-jacentes, ce sont des choses comme le financier, ce sont des choses comme le politique, ce sont les choses comme les grands clubs qui doivent être toujours mis en évidence. Et donc, les grands clubs, ça entretient les entraîneurs et là, ça devient difficile. Et ma femme aurait dû être là pour écouter. Oui, effectivement, c'est plus qu'un temps plein. En tout cas, au niveau contractuel, c'est un nombre d'heures qui ne correspond même pas à mon ancien horaire d'enseignant. Parce que voilà, les heures effectives, en tout cas au niveau de la présence sur les terrains, je parle bien des terrains, sont inférieures à un horaire d'enseignant. Mais le temps que je passe à côté de ce terrain, que ce soit pour les préparations d'entraînement à la maison ou à l'extérieur, que ce soit les réunions pour arranger toutes les diverses situations, qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit les rendez-vous avec la presse, que ce soit les rendez-vous avec les médias, que ce soit les rendez-vous avec les sponsors ou les partenaires, prennent effectivement énormément de temps. Et finalement, voilà, je passe un nombre d'heures incalculable et je suis presque jamais présent à la maison. Donc voilà, je pense que pour effectuer un métier comme celui-là, il faut d'abord être passionné. D'abord passionné parce qu'on reçoit des critiques sans cesse alors qu'on a le sentiment de tout faire pour que ça se passe bien. Après, quand les résultats sont là, c'est bien, ça se passe un peu mieux. Quand les résultats sont pas là, au-delà des critiques, il y a la vie en famille qui est pas facile. Et donc, oui, ce sont des situations parfois qui sont pas gaies, ou en tout cas souvent qui ne sont pas gaies pour la famille. Et ça, c'est, je vais dire, mon plus grand regret par rapport à mes enfants que je vois pas souvent, par rapport à mes enfants avec lesquels je fais pas beaucoup d'activités.
Et voilà, par rapport à ma femme aussi, qui a pas mal de choses sur les épaules et sur les bras. Et donc, je pense que c'est un grand sacrifice de leur part. Et dans une famille, ce sont des grands sacrifices qu'une famille doit faire quand le mari ou quand l'homme, en tout cas, est un entraîneur de foot à haut niveau. Si on parle de Matsu, évidemment, le monsieur pour qui j'ai la plus grande fierté, c'est évidemment mon papa. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de fierté pour ma sœur qui est une Matsu et pour mon frère qui est un Matsu, parce qu'ils ont réussi tous les deux, que ce soit mon frère qui est diplômé, qui a une maîtrise en philosophie, qui est docteur en philosophie, que ce soit ma sœur qui est diplômée, qui est ingénieur industriel en chimie. Avoir un frère et une sœur avec de telles capacités, c'est évidemment avoir une grande fierté. Mais évidemment, la plus grande fierté que j'ai, c'est mon papa, qui est arrivé ici en Belgique pour travailler à la mine, qui a gagné toute sa vie, 40 000 francs belges à l'époque, et donc 1 000 € par mois, en travaillant à la mine, en travaillant ensuite à l'usine à Glaverbel. Et malgré ce peu d'argent, il a réussi à mettre ses 3 enfants à l'université. Je pense que chacun dans son domaine, les 3 enfants ont réussi grâce à leur papa et à leur maman, évidemment. Mais c'est le papa qui allait travailler, qui ramenait des sous. La fierté, parce que mon papa a attendu d'avoir 52 ans pour s'acheter une voiture, au moment où on a commencé, nous, les enfants, à être dans la vie active, et que donc il a gardé tout son argent, en tout cas il a distribué tout son argent pour ses enfants, pour leur permettre de faire des études et avoir une certaine culture. Et donc la plus grande fierté, c'est à lui que je lui envoie. Tous les matchs que je gagne, je les gagne pour le club, je les gagne pour l'équipe, je les gagne pour mon staff, je les gagne pour moi. Nous les gagnons parce que je n'aime pas et je ne dois pas utiliser les jeux, mais aussi je les gagne et là je dois l'utiliser, je peux l'utiliser pour mon papa. Mais en tout cas, Charleroi lui a permis de vivre une nouvelle vie en dehors de l'Italie où il est parti pour trouver du travail. Et donc, la plus grande fierté, aujourd'hui, elle est là, puisque quand mon papa va au marché, on ne l'appelle pas monsieur, mais on l'appelle Matsu. Quand mon papa va chez le pharmacien, on ne l'appelle plus monsieur, mais on l'appelle Matsu. Quand mon papa va au supermarché, au Mesdac ou à l'Intermarché, on ne l'appelle pas monsieur, mais on l'appelle Matsu. Et cette fierté que lui a, elle me va directement au cœur. Et finalement, je suis sûr, il ne me l'a jamais dit, mais il ne me le dira jamais, mais je suis sûr que dans sa tête, il doit se dire toutes les semaines, aujourd'hui j'ai réussi mon pari. Qui est le plus fier de moi? Je n'en sais rien. J'ose espérer que mes parents le sont, j'ose espérer que mon frère et ma sœur le sont, j'ose espérer que ma femme l'est, j'ose espérer que mes enfants le sont. Mais ce que je n'espère pas et ce dont je suis très sûr, c'est que moi je le suis. Je le suis parce que même sous mon aspect d'humilité, de simplicité, je sais d'où je viens. Je sais que le premier entraînement que j'ai donné de toute ma carrière que j'ai eu et que j'espère encore avoir, je l'ai donné à Fran Legosli. Je passais mes cours d'entraîneur, c'était mon premier entraînement au tout début de l'école et j'ai fait un entraînement sur une rentrée en touche. C'était un entraînement bidon, c'était un entraînement nul. Je pense que le professeur à cette époque était Jacques Urbain, avec qui j'ai travaillé par la suite, donc ça veut dire que j'ai quand même évolué. Je pense avoir eu un 2 sur 20 parce que j'arrivais dans le métier et je me souviendrai toute ma vie de cet entraînement-là, où les joueurs étaient à l'arrêt, où les joueurs étaient statiques, où les joueurs se demandaient quoi. Aujourd'hui, je suis entraîneur en Division 1, et donc la fierté, je l'ai envers moi aussi. Alors, qu'est-ce que je peux dire au Sporting Charleroi TV que je n'ai jamais dit aux médias? Ben, c'est très simple. Charleroi est le plus grand club de Belgique. D'une part, pour ses supporters qui sont les meilleurs, qui nous ont supportés, qui continuent à nous supporter, et qui demandent simplement de voir ces joueurs mouiller leur maillot. Ça, c'est une forme de grand respect. Et ensuite, et aussi, parce que Charleroi possède
le plus grand dirigeant de Belgique en la personne de Midi Bayat, dans son humilité, dans sa simplicité, dans sa psychologie, par rapport, que ce soit dans sa communication ou par rapport à son entraîneur ou à son staff. Je pense que c'est quelqu'un de très humain et que beaucoup de personnes se font encore une fausse idée de sa personnalité.